Bonjour les amis, content de vous retrouver sur Passion Autosport du Var pour ce nouveau reportage. Alors ça y est, je suis en Ardèche. Je vous avais parlé d'un road trip. Je vais à la rencontre des Ardéchois. Alors dans Passion Autosport du Var cette semaine, je vais bourlinguer dans quelques petits villages du coin. Vous montrer un peu justement de l'automobile ancienne de passionnés ardéchois. Mais pas que, je vais aussi vous montrer et vous faire découvrir quelques paysages de la région, quelques produits du terroir. Ça va être un pur régal. Ça va être un reportage un peu différent. Je ne vais pas avoir forcément le temps de consacrer, comme on fait d'habitude, 20 minutes par voiture. Donc ça va être des reportages assez brefs. Ça va être de la passion, quoi qu'il arrive. Et on va commencer avec Francis qui va nous présenter une Renault 15 GTL, un patrimoine familial. Son père avait acheté cette voiture neuve à l'époque. Le fils l'a gardée et c'est aujourd'hui qu'il va nous la présenter dans un petit village qui s'appelle Montréal. Montréal en France et dans Passion Autosport du Var. Salut Francis. Bonjour Mathieu. Ami ardéchois. Bon, tu ouvres le bal de mon petit périple en Ardèche avec une belle Renault 15. Alors l'histoire de cette Renault 15, elle m'a beaucoup touché dans ce que tu m'avais, par rapport à ce que tu m'avais envoyé par message, c'est que c'est vraiment un patrimoine familial cette voiture. Exactement. C'est-à-dire qu'elle est dans la famille depuis combien de temps? Depuis qu'elle est neuve, puisque c'est la première voiture neuve que mes parents ont pu s'offrir. Et donc depuis mars 78, elle est dans la famille. Donc alors là, c'est ton papa qui achète cette voiture. C'était un coup de cœur, il voulait absolument une Renault 15. En fait, mon père a toujours aimé les coupés. Et mon père aurait préféré certainement la R17, parce qu'il aimait bien les voitures un peu plus sportives. Mais la 17 déplaisait à ma mère à cause de ma soeur et moi, à cause des grilles à l'arrière. Donc avec moins de vitres. C'était un modèle un peu plus sportif peut-être. Voilà, et puis surtout qu'en 78, il n'y avait que la découvrable qui était disponible. Et pour les fuites, c'était pas l'idéal. Les années passent, la vie avance, et là, donc toi, tu veux cette voiture depuis tout gamin, elle te plaît? Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tanné mon père pour qu'il me la garde pour quand je serai grand. Jusqu'au jour où de Guerlas, il a lâché un oui pour avoir une paix. Et le problème, c'est que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ce qui fait qu'à 18 ans, j'ai eu la voiture, dès que j'ai eu le permis. Et donc, il a fallu la remettre en route parce que ça faisait 5 ans qu'elle dormait paisiblement dans le garage. Mais depuis, effectivement, je l'ai et je roule avec. Alors tu m'as expliqué tout à l'heure, ça a été un peu ta voiture à un moment donné de tous les jours. Oui. Maintenant, peut-être un peu moins parce que non, ça reste la voiture plaisir. Donc de toute façon, on ne peut plus les faire rouler comme on faisait à l'époque, ça c'est sûr. Mais bon, ce qui est bien, voilà, elle est là, elle est avec nous, elle roule, et puis elle est dans la famille. Et c'est une super belle histoire. Alors ce qu'on va faire, c'est un reportage un peu différent aujourd'hui qu'on fait parce que je vais faire un peu le tour de plusieurs autos dans le pays de l'Ardèche, donc notamment dans le secteur de l'Argentière. Alors aujourd'hui, contrairement au nom du village où nous sommes, on est à Montréal, mais on est quand même en France. Hein. Oui. Faut bien le dire. Le vrai Montréal. Le vrai Montréal, il est ici en Ardèche, donc c'est un petit village super sympa. Voilà. Toi, tu es 100% ardéchois? Par ma mère, oui. On va dire, donc il est 100% ardéchois. Hein. Voilà. Il aime le pâté, il aime la caillette, il aime la châtaigne. Le saucisson. Et le bon saucisson et le bon vin. Donc Francis, on va faire le tour de caisse de cette voiture. Et puis après on essaiera de faire quelques prises de vue pour la voir rouler un peu. D'accord. Et tu vas me faire découvrir quelque chose de sympa et puis vous allez voir les différences. Donc là on est sur une Renault 15 phase 2 et puis tu vas nous expliquer justement un peu les différences avec la phase 1. Il est connaisseur, vous allez voir. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est comme Obélix. Non, si, c'est Obélix qui est tombé. Mais ça on reconnaît au ventre. Donc je vous présente ma R15 phase 2. Donc phase 2, notamment, on les reconnaît grâce à la calandre avant qui est différente des phases 1. Avec différence par rapport à une R17, ce sont des feux rectangulaires, alors que les R17 avaient des doubles optiques. Autre différence entre phase 1 et phase 2, il n'y a pas de nervure centrale sur le capot. Et également au niveau des bananes chromées du pare-choc, au niveau des ailes, il n'y a pas d'embouti supplémentaire qui entoure le pare-choc.
sur les R15 GTL à partir de 78 jusqu'à la fin de la production. Donc il y a les jantes Ferga en 2 tons. Différence aussi avec les phases 1, c'est que sur les phases 2, il y a une protection plastique sur tout le long, alors que sur les phases 1, il y a une baguette chromée et le bas de caisse est peint en noir. La position du rétroviseur est également différente. Elle a été avancée sur les phases 2 pour une meilleure visibilité et le rétroviseur est aussi spécifique. On voit que la branche vient se fixer à l'avant et non pas à l'arrière. Et les R15 comparés au R17 disposent d'une grande custode qui peut s'entrebâiller. Alors entre phase 1 et phase 2, il y a différents mécanismes, notamment d'accroche sur la caisse, qui diffèrent. Donc au niveau de l'arrière, il a été entièrement revu sur les phases 2. R15 et R17 c'est le même. Le haillon est différent, il est vraiment affleurant. La lunette est beaucoup plus grande. Donc il dispose également d'un bandeau complet de feu. Le pare-choc arrière, même si la forme générale reste identique, il est entièrement noir, alors que sur les phases 1, il est gris clair et gris foncé, avec des catadioptres sur les extrémités. Donc le tableau de bord des phases 1 et des phases 2 sont aussi radicalement différents. Donc avec les fameuses casquettes sur les phases 1, alors que sur les phases 2, c'est un tableau de bord du même genre que sur les R20 et R30 première génération. Une instrumentation complète avec 4 cadrans qui regroupent l'ensemble des informations utiles. Alors sur les R15 GTL, il y a les vitres électriques. C'était une option pour les modèles 76 et 77 et équipé de série pour les modèles 78 et 79. Autre caractéristique des R15 GTL et des R17 phase 2, c'est l'intérieur avec notamment les fameux sièges 10 pétales qu'on retrouve aussi également sur les A310 V6. Alors selon les années, il y a aussi quelques différences, notamment sur le système d'ouverture et de basculement, qui est à l'arrière de l'appui-tête sur les modèles 76 et 77, et sur le côté, comme ici, pour les modèles 78 et 79. Donc en motorisation sur les R15 GTL, c'est le bloc Léon, le 1289 cm3 avec carburateur double corps de 60 chevaux, qui équipait également les R12 TS. Moteur très fiable et on va dire qu'il donne tout ce qu'il faut pour faire de l'R15 une voiture homogène, pas une sportive, une voiture homogène et agréable à conduire. C'était quand même un petit moment sympa. Alors c'était de courte durée, on aurait voulu que ça dure beaucoup plus longtemps, mais malheureusement il y a d'autres autos qui vont suivre derrière. Mais garde ce patrimoine familial le plus longtemps possible. C'est prévu. Après, comme on dit, il y a des fois dans la vie des priorités, puis des trucs où on n'a pas le choix, il faut se séparer d'un objet qui nous tient à cœur. Mais honnêtement, ça, faut le garder parce que c'est vraiment une histoire. Et puis je pense que tu en es complètement amoureux de cette bagnole. Oui. Donc moi de toute façon, j'espère, je reviendrai te revoir parce que tu possèdes donc une 17, c'est ça aussi? Oui. Découvrable, non? Alors la découvrable pour le moment elle est en chantier, je peux te montrer les photos. Ouais. Mais tu as aussi une belle Audi que je voudrais que tu me présentes. Si. Ouais. Donc alors on va revoir Francis, je pense prochainement quand je reviendrai en Ardèche. En tout cas, tu as droit à ton bisou comme dans la tradition. C'est 3 chez vous? Ah oui, c'est 3. Ah oui, en Ardèche, dans le Gard, c'est 3, chez nous, c'est 2. Et merci de m'avoir présenté ta passion, m'avoir présenté ton auto.
Et puis nous, on va continuer ce roadbook et ce road trip de l'Ardèche. Donc avec une prochaine auto, je vous dis pas ce que c'est, vous le verrez en continuant ce reportage. Allez mon Francis, merci, moi je m'en vais. Au revoir. Salut mon Juju. Salut. Et alors là, tu nous apportes une pépite. Écoute, ouais, je suis assez content de pouvoir te la présenter. Alors Mazda 323 GTR. GTR, Alors, ouais. Je pense que vous qui me regardez, vous en avez sûrement jamais vu, c'est extrêmement rare. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Il n'en reste pas beaucoup, en tout cas dans cet état. Après, s'il faut parler un petit peu de l'historique, il y en a eu. Vas-y. Alors déjà, donc, ça c'est une série limitée. Donc, Série limitée, c'est en une France. française. Voilà, il y en a eu 200 pour la France qui ont été numérotées. Les 200 françaises ont été numérotées. C'est inscrit sur le tableau de bord et sur l'aile donc avant toi, gauche. tu as la 143. Voilà, moi c'est la 143. Et aujourd'hui, on ne pourrait pas exactement savoir combien il en reste. On va dire que des numérotés, il doit en rester une cinquantaine. C'est sans trop savoir. Elles sont répertoriées sur un forum, le forum Mazda French Club. Ouais, on va dire une cinquantaine, soixantaine, sans trop savoir, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas au courant qu'il existe. Mais après, il y en a eu 2200 dans le monde. Ah, ce qui fait quand même très peu. Quoi. Ça fait très peu. Après, la chose qu'il y a, c'est qu'il y en a eu un peu partout. Hein. Il y en a eu en Suisse, il y en a eu en Angleterre, il y en a eu. Donc celles-ci, elles ne sont pas numérotées. Mais par contre, c'est exactement la même auto. C'est juste les deux autocollants là. À l'époque, tu avais 3 colorés au choix. Il y avait le blanc, le noir et le rouge. Ouais, donc c'est une auto magnifique. Alors parle-nous justement donc la conception de cette Mazda GTR. Alors comment elle est née et après tu nous parleras donc comment toi tu l'as connue et surtout comment cette piqûre de passion elle t'est venue. Alors, je ne connais pas tout l'historique complet, mais on va dire. Je vous le dis, moi. On va dire que d'abord il y avait la 323 GTI, c'était un litre, c'est le même moteur que ça, 1,8 litre 16S. Après il y a eu la GTX qui a commencé à être homologuée pour le rallye. Et après ils se sont dit on va passer en groupe A, il nous faut quelque chose d'un peu mieux, on va faire la GTR. Donc pour l'homologation groupe A, ils ont construit la GTR avec par rapport à la GTX des trains renforcés, le moteur forgé, un gros turbo. La GTX c'était déjà 4 roues motrices. Donc voilà, ils ont vraiment insisté sur les prises d'air, le capot ajouré avec les gros anti-brouillards qui servaient d'écope pour refroidir les freins. Enfin, c'est comme ça qu'elle est venue pour l'homologation groupe A. Et au final, ça n'a pas servi bien longtemps puisque en 93, elle a quand même été championne du monde groupe N en rallye. Mais après, les budgets, on a senti que c'était compliqué, la concurrence était rude avec Ford, Lancia, les Cosworth, les machins, les Lancia Evo. C'était mortel, hein, et c'était pas les budgets. Voilà, du coup, le groupe A, ça s'est un peu terminé et finalement, elle n'a pas brillé là où elle aurait dû briller. Et du coup, même ces 200 exemplaires qui étaient prévus pour la France ont même eu du mal à être vendus. C'est ce qui est marqué dans la presse de l'époque que je me suis procuré. Donc ça a vraiment été difficile. La GTR a été produite en 93 alors, ou elle 93, 94. Donc 94, fin de production. Terminé. Début 94, c'était fini. Donc il n'y en a pas eu. Et comme je le dis, elles ont eu du mal à se vendre en plus, alors qu'elles étaient très bien placées. Tu nous parlais tout à l'heure en francs des différences de prix. Alors elle était à 139 000 francs à l'époque. Une Lancia contemporaine, c'était 230 000 francs. Le rapport qualité-prix, tu avais une auto fiable, ah ouais. Tu avais une auto magnifique et beaucoup moins qui sortait un petit peu du lot, mais qui n'avait pas le palmarès de ses concurrentes. Non, et c'est, je pense, ce qui lui a fait défaut. Ça fait 12 ans que tu m'as dit que Ouais, ça fait 12 ans que je l'ai. Comment tu l'as connue cette voiture? Tu connaissais vraiment déjà la marque ou... C'était un petit peu un coup de foudre. Moi, je regardais les annonces comme on fait beaucoup sur Le Bon Coin. Je l'ai vue,
Elle avait des grosses jantes en 17 à bâton. Ouais, bah, alors il faut dire, voilà, quand il a acheté, elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas du tout comme ça, ouais. Elle était un Fast and Furious. Ouais, c'était un petit peu les grosses jantes, les baquets, les autocollants sur le côté, le pare-soleil. Enfin voilà, elle était un petit peu, je sais pas comment on peut dire, au niveau tuning, voilà, il y avait une petite pour les runs un peu. Ouais, c'était un peu pour les runs, elle n'était pas dans son esprit d'origine. Et puis quand je l'ai vue, j'ai trouvé ce style un peu agressif en me disant, waouh, ça ressemble à une groupe B. Je suis assez fan des groupes B des années 85-86, la folie des grandeurs au niveau du rallye. Je me suis dit, allez, on craque. Donc j'ai vendu mon GT Turbo, j'avais une R5 GT Turbo. Je suis passé à ça. Elle faisait 320 chevaux quand je l'ai eue. Oh la vache. Ouais, c'était un rêve qui se réalisait. Par contre, j'ai rapidement eu des soucis avec le moteur, la boîte. Enfin, il y a à peu près tout qui était. Parce que dès que c'est bidouillé, de toute façon, ça tient pas. Voilà, et puis c'était mal réglé, c'était mal fait, donc ça a fini par tout casser. Et c'est à partir de ce moment-là que la passion, j'ai voulu, je me suis renseigné, j'ai connu le forum dont j'ai parlé, Mazda French Club, et j'ai commencé à me dire, tu as peut-être quelque chose dans les mains qui vaut la peine de remettre comme elle était. Et tu as bien fait, parce que... Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent, il a fallu que je m'entoure de personnes compétentes, et notamment, je profite d'ailleurs de parler de Steph, c'est grâce à lui qu'elle est là aujourd'hui, c'est un pote qui m'a permis de faire toute la mécanique, c'est lui qui s'occupe de mon moteur, des réglages, c'est lui qui m'a coaché, il en a une évidemment. Et c'est grâce à lui que vous l'avez là, comme ça, là, aujourd'hui. Magnifique, et puis de plus, tu l'as vraiment remis dans un état d'origine. Je peux vous dire, devant la caméra, c'est différent quand on est à côté, mais quand je suis à côté là, elle est dans un état concours. La voiture, elle est... Et puis, elle n'est pas connue, donc c'est bien parce que par le biais de cette petite vidéo, on va aussi faire connaître la Mazda 323. Et puis d'ailleurs, s'il y en a qui veulent peut-être aller sur le forum, se renseigner. Se renseigner, ouais, c'est intéressant. Ouais. Il y en a une sur le Bon Coin, donc même s'il y en a une qui veulent actuellement, acheter, il y a une noire sur le Bon Coin. Après, voilà, à savoir que pour la remettre dans cet état, il a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Parce que les pièces, tu m'as dit, c'est une galère. Les pièces, il y en a, mais c'est très cher. Comme il n'y en a pas beaucoup, les gens qui disposent de pièces savent ce que ça coûte. Après, voilà, refaire tout, les jantes repeintes, la peinture, le moteur a été entièrement refait, la boîte plusieurs fois, l'intérieur. Voilà, alors, je vais dire une bêtise, mais tu sais, l'avant, il y a des similitudes, surtout de cette vue. Oui. Ça me fait penser à une Ford, une XR2i, un peu. Oui, exact. C'est la forme un peu. Bizarrement, on est à quelque chose près, on est dans les bonnes années. Ouais, dans les bonnes années. Tu vois qu'il y avait de la concurrence, et on est toujours chez Ford qui devait encore concurrencer tout ce marché qui arrivait en Europe, machin et tout. Et c'est un truc de fou. Bon, Juju, on va faire le tour de caisse. Allez. Tu vas nous détailler toutes les spécificités de ce modèle, l'intérieur, le moteur. Et puis après, on essaiera de l'avoir un peu roulé. Allez, avec plaisir. Et puis on le reverra parce que je vais revenir, de toute façon, quoi qu'il arrive, parce que je voudrais lui consacrer à cette voiture un reportage spécialement sur la Mazda. Avec plaisir. Elle en vaut la peine et c'est très rare. Avec plaisir. Allez, on fait le tour de caisse. Allez. Voilà, je vous présente la Mazda 323 GTR. Donc au niveau des spécificités, ils avaient fait un gros pare-choc avant, bien ajouré pour que l'air puisse bien refroidir l'échangeur. 2 gros anti-brouillard qui étaient des options à l'époque et qui servaient pour la version course pour refroidir les freins. Donc on pouvait choisir de les avoir ou pas. Ensuite, au niveau du capot, 3 aérations pour faire respirer le moteur qui étaient fermées quand on l'achetait d'origine. Donc après, c'est à chacun de l'ouvrir pour faire respirer le moteur. Alors le moteur, c'est un 1,8 litre turbo avec piston forgé, un gros turbo, d'ailleurs le plus gros turbo de la production automobile à l'époque, Iachi sur roulement à billes, J23, qui développait 185 chevaux à l'époque et 24 mètres-kilos de couple. Moteur qui a de grosses possibilités pour prendre des chevaux. Après, au niveau de la partie cycle, jante en 15 pouces, disque ventilé à l'avant. Le freinage était un petit peu décrié à l'époque, mais en utilisation normale, voire un petit peu plus soutenu, c'est très suffisant, c'est très agréable d'origine. Ensuite, on continue sur la carrosserie. Les modèles numérotés étaient écrits sur l'aile avant gauche, voilà, comme ici, avec un autocollant qui dit que c'est un double arbre à cam turbo. Un autre autocollant sur le tableau de bord qui mentionne le numéro de la série limitée, qui est très rare à retrouver puisque le soleil a fait les dégâts et il a fallu les faire refaire. Ensuite,
Au niveau de la carrosserie, on avait encore un autre autocollant à l'arrière qui mentionnait que c'était une 4 roues motrices intégrale avec visco-coupleur. À l'arrière, les disques aussi, dans les roues toujours en 15 pouces, disques du même diamètre, même plus grand diamètre que les disques à l'avant. C'était un petit peu la spécificité. À l'arrière, c'est plutôt assez discret, à part l'autocollant 16 soupapes sur la lunette arrière qui mentionne un petit peu le moteur. Sinon, on est très discret. Il y a juste la jupe arrière qui changeait, qui la différencie de la Mazda 323 GTX. Donc voilà, l'arrière, ça reste assez sobre. Voilà, au niveau de l'habitacle, au niveau du tableau de bord, la désolation, il n'y avait pas grand chose. Mazda avait fait au plus simple, ils ont repris l'intérieur de la GTX et à part changer le volant, mettre un volant Momo avec un cache central, voilà, il n'y a rien qui différencie l'intérieur de la GTX de la GTR. Même pas un mano de turbo, pas un mano de température d'huile, voilà, c'est vraiment le strict minimum, c'est d'ailleurs ce qui lui était reproché à l'époque. Donc après on passe au niveau de l'intérieur de l'habitacle, des sièges semi-baquets qui offrent un agréable maintien mais qui sont spécifiques à la GTR, hein. Ils sont encore différents, le coloris du tissu est différent de celui de la GTX. Un pommeau en cuir quand même, et puis c'est tout. Voilà. Après, plastique solide, intérieur très très sobre. Difficile à garder d'ailleurs dans cet état, notamment les panneaux de porte qui ont tendance à s'affaisser. Mais sinon, voilà, l'intérieur, rien d'exceptionnel. Alors on passe à l'essentiel de la Mazda 323 GTR, c'est son moteur. Son moteur, sa boîte, sa transmission. Donc 1,8 litre turbo compressé, double Arbacam en tête. Le plus gros turbo de la production automobile à l'époque. Yachi sur roulement à billes, J23. Boîte à commande à câble, qui n'est pas la plus précise, mais qui fait quand même bien son travail. 4 roues motrices. Une proportion du couple plus sur l'arrière que sur l'avant, donc on est à 53% à l'arrière et 47 à l'avant, ce qui lui donne un côté joueur plutôt typé propulsion. Un potentiel de prise de puissance assez conséquent par la taille du turbo. Donc ce sont des voitures qui d'origine faisaient 185 chevaux et 24 mètres kg de couple. Et avec très peu de choses, on est vite à 240 chevaux sans forcément toucher à quoi que ce soit. Il suffit juste d'enlever le catalyseur et de faire une petite intervention sur la boîte à air. Et on se retrouve avec de suite un bon 240 chevaux, ce qui change évidemment bien la donne. Voilà, moteur réputé ultra fiable. Le seul tampon, c'est la boîte de vitesse, c'est la boîte de transfert qui n'aime pas ces grosses différences de puissance. Et encore que ça dépend beaucoup du mode de conduite. C'est-à-dire que si on est respectueux, pas de départ arrêté, pas d'à-coup, c'est une voiture qui vraiment est incassable. Voilà. Après, si on commence à vouloir un petit peu s'amuser et faire d'être un petit peu trop brusque, on finit par le payer. Mais voilà, ce qui était à retenir et qui était vraiment sa qualité, c'était sa robustesse. Et mis à part la boîte de vitesse, hein, ce dont je parlais. Mais voilà, très très bon moteur à l'époque qui faisait partie des plus petits moteurs parce que toutes ses concurrentes étaient en 2 litres turbo 16 et là c'est qu'un 1,8 litre. Donc du coup c'était son seul, on va dire, seul défaut par rapport à la concurrence directe.
Bon mon Juju, bah écoute, merci d'être venu pour nous présenter cette Mazda 323 GTR. Un modèle exceptionnel, fabuleux, ultra rare. Prends-en soin. J'essaie. J'espère qu'on va se revoir en novembre pour essayer de faire un reportage complet sur cette marque, sur cette auto. Donc on passe même un petit message, si vous avez une 323 de série ou vraiment une GTR, n'hésitez pas à me contacter. On le retournera sûrement dans le secteur, donc là on est sur La Blachère aujourd'hui. Et dans le secteur peut-être sinon vers Alès ou Ouais, dans le on essaiera de jongler, mais on va se revoir et on va la refaire. Donc comme dans la Allez. tradition, moi je te fais le bisou. Allez, merci J'ai bien. encore du taf parce que la journée là, est finie, mais demain je remets encore un paquet double. Hein. Allez, je ben, bon retourne dans mon courage, pays. bonne route. Bon retour, À la à bientôt prochaine. Jules. Salut. Bon bah voilà les amis, fin de cette première étape dans mon road trip Ardéchois. Alors vous avez vu que les Ardéchois sont quand même des passionnés de mécanique. Hein. On a eu Francis avec la superbe Renault 15 GTL et a suivi Julien avec la Mazda 323 GTR. C'est du bonheur. Alors le programme de demain, moi là je vais aller faire l'apéro avec la potion des druides, la potion magique ardéchoise, c'est la marquisette à consommer sans modération. Il courait un bruit qu'elle est diabolique. Ça, je vous le dirai plus demain matin avec le mal au casque. Demain, on va sur la commune de Torier, on va rencontrer Fred avec une Renault 20. Alors une Renault 20 entièrement dans son jus. Elle a été sauvée in extremis du ferrailleur. On en saura un peu plus quand il va nous raconter l'histoire. Elle est juste, quand je vous dis dans son jus, c'est vraiment dans son jus. Les sièges sont déchirés, le tableau de bord est craquelé, la peinture est dans son jus. Le moteur a été juste refait pour qu'il soit roulant. Mais vous allez rire et ça fait plaisir aussi à voir des autos comme ça. Donc ça va être un grand plaisir de recevoir Fred. Et puis il y aura d'autres surprises, peut-être d'autres autos. Pour ça, il faut continuer à suivre ce reportage. Et c'est dans Passion Autosport du Var, avec quelques paysages ardéchois. Et je vais vous laisser sur cette fin avec un petit marché, le petit marché traditionnel de l'Argentière. Moi, je vais faire l'apéro, donc je vous laisse avec quelques images sympathiques du marché de l'Argentière. Au flanc de la colline, en haut pays d'Ardèche, bruyères châtaigniers, murets de pierres sèches, ils s'en étaient venus poser pour le meilleur leurs valises de rêve et leurs sacs de bonheur. Sur le sentier perdu, la vieille bergerie s'était ruine et ronce au dur soleil du midi. Plus un voisin, plus un humain, plus un vivant, et la source était muette depuis bientôt 30 ans. Amis, que la vie vous soit douce. Rien ne peut arrêter hommes et femmes qui s'aiment. Ils ont pris pelle et pioche, et ça creuse et ça sème, ça défriche et mêlant l'espoir et le ciment. Salut Fred. Salut Mathieu. Ardéchois. Oui, Alors toi, tu nous viens d'où du pays de l'Ardèche? de Chauzon. Chauzon, ah, c'est un beau petit village aussi. Chauzon, Pas oui. loin, à côté de À côté de Balazuc. Balazuc. Balazuc, un des plus beaux villages de France. Oui. Et on va pas trop les bruiter Non, parce que sinon ils il vont y a déjà tous- trop de monde, ça ils, suffit. ils vont tous débarquer. Alors Fred, tu me fais un plaisir énorme parce que la Renault 20, c'est vraiment un souvenir pour moi d'enfance. Mon oncle en avait une et on a bourlingué dans cette Renault 20, ils sont du Jura. Et j'ai passé quelques vomitos derrière. C'était bien sûr Ah, il n'y légendaire. avait pas de sac encore. Et puis c'était vraiment des belles années. Alors celle-là, elle est entièrement dans son jus, à part quelques trucs Alors, mécaniques qui ont été refaits. on l'a quand même refait pour qu'elle roule et qu'elle passe au contrôle technique quand même. Surtout qu'elle est passée au contrôle technique avec le nouveau. Hein, donc, elle sort de Lagorce. Elle était apparemment comme bien abritée, puisqu'elle n'a absolument aucun point de rouille dessous. Ouais, ça c'est Les déjà un bas de bon caisse point. sont bons, les passages d'ailes sont bons. C'est pour ça qu'on s'est mis à vouloir la sauver. Déjà. En fait, cette voiture, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que tu l'as sauvée. Oui. Elle était donc chez un ferrailleur. Non, même pas. C'est un ferrailleur qui l'a récupéré chez un monsieur à Lagorce. Et comme mon atelier est sur son passage, il s'est arrêté chez moi et il m'a dit est-ce que tu la veux? Voilà. Donc après quelques négociations, il l'a descendu du plateau et on l'a gardé. Et donc je l'ai gardé quelques années. Et quand je l'ai eu,
elle a eu déjà des soucis de don d'organes, puisqu'il manquait les essuie-glaces. Ouais. Les optiques avant étaient complètement rouillées et la boîte de vitesse cassée. Donc toi, tu as refait un peu la partie mécanique. Alors donc boîte. avec mon mécano, parce que moi je suis quand même pas. Moi changer les essuie-glaces, changer les optiques, faire des choses assez simples, ça va. Mais effectivement mon mécano a refait la boîte, surtout que le ferrailleur pour bien m'appâter m'avait dit mais il y en a une dans le coffre de boîte de vitesse, ce qui était vrai d'ailleurs. Hein. Mais t'es foutu. Non, elle était excellente. La boîte de vitesse était très bonne, sauf que c'était pas la bonne. Voilà, c'était une boîte de Renault 25 et pas de Renault 20. Alors, moi, franchement, quand on a sorti la boîte de la Renault 20 et qu'on a sorti la boîte du coffre de la Renault 25, on les a posés côte à côte, mon mécano m'a dit c'est pas les mêmes. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit t'es sûr parce que pour moi, c'était les mêmes. Donc il m'a expliqué, non mais là il y a le boulon de ci, là il y est pas, et là il y a ci, et là bon. Bref, donc du coup, de deux, il en a fait une. Donc dans mon atelier, j'ai entendu crier, gueuler, machin, chier, merde. Hein. Voilà. Tous les mots de la création sont passés, donc moi je suis allé faire un tour. J'ai laissé. Et donc il a changé tout le cul de boîte. Parce que dans le cul de boîte, il y a la 5e et la marche arrière. Et apparemment, il y avait eu un problème à ce niveau-là. Donc il a changé tout le cul de boîte. Et donc la partie avant, c'est celui de la 25 et le cul de boîte, c'est celui de la Renault 20. D'accord. Voilà, grosso modo. Il faut que Et elle tu la roule. conserves cette voiture. Ah mais de toute façon, moi je vends jamais rien. Il y a des gens Parce qui me que disent mais tu La, achètes pour les la vendre. Renault Je dis, 20, non. on a beau dire, on n'en voit quasiment plus. Non. Alors celle-là, tu vas lui refaire une beauté. Bien sûr, là vous allez la voir, que ça soit à l'intérieur. Ah ben là, elle est un dans peu- son jus. On elle est dans son jus. l'a sortie de grange, on l'a faite roulante. Voilà. Voilà. Maintenant, Mais c'est il y a de la intéressant de voir faille. justement, c'est intéressant de voir des voitures qui sont comme ça parce qu'on les voit toujours belles dans les concentrations, on les voit toujours belles roulantes ces Ça demande voitures beaucoup anciennes. de travail souvent. Mais une voiture ancienne, souvent, elles sortent de grange et elles sont dans cet état. Et vous allez voir l'intérieur, c'est à mourir de rire. Mais quand tu vas lui Elle a faire pris une le soleil, beauté, le problème c'est qu'elle a pris le soleil puis, à l'intérieur. c'était Donc pas- du coup, tous les c'était pas tissus sont partis en couille, quoi. Donc voilà. projet de restauration pour celle-là, tu sais quand tu vas la refaire ou ça sera quand on aura le temps, J'ai un gros souci moi dans les restaurations, c'est que j'ai, comme je t'ai expliqué, quelques véhicules. Donc on en commence quelques-uns, on en termine d'autres. Donc Ouais, ça et puis, dépend il y un a des petit peu. priorités, il y a des machins. Voilà. Le temps aussi, il faut Voilà. trouver le temps. Voilà. C'est toujours le même problème, le temps. Donc, on court après le temps. donc je cours après mon mécano pour me refaire d'autres véhicules. Donc du coup, celles qui sont roulantes, je les délaisse un petit peu. Et puis après, je vais les reprendre. Et puis voilà quoi. Après, je suis un peu un opportuniste dans la réparation. C'est-à-dire si je croise quelqu'un qui me dit, par exemple, qu'il peut me refaire les housses pour un prix qui m'intéresse, paf, tu vois, ça va me déclencher la restauration de l'intérieur. Voilà, par exemple. Alors, sur la Renault 20, c'est un peu comme la 15 et la 17. Oui. C'est-à-dire que tu as eu la Renault 20 et il y a eu la Renault 30. Voilà. Alors, la Renault 20, Et je crois que c'est même l'inverse. Il y a d'abord eu la Renault 30 et ils ont fait la Renault 20 après, il me semble. Hein, après, Alors, quand on va faire un petit tour de caisse avec ma caméra, et puis tu vas essayer de, si tu peux nous expliquer justement les variantes qu'il y avait entre la Renault 20 et la Renault 30. Alors, Donc je celle-ci, suis pas c'est la LS. fortiche, mais ouais, ça c'est Non, mais la LS. les doubles optiques, donc ça, Ouais. là, on est sur un 2 litres. Hein. Ouais. Tu vas nous la potasser un petit peu. Elle on est pas a fin. été en diesel, hein, il me semble aussi. Hein. Ouais, La 30 Renault c'est 20, sûr, ouais. mais la 20 aussi, Donc, il y a eu la Renault 20D. mais, Oui, si. On va vraiment faire le petit tour de caisse de cette Renault 20. Tu vois, j'en perds les pinceaux. Hein. Tu vois, je suis tellement conservateur que j'ai pas voulu enlever la dernière vignette qu'il avait eue. Et celle-là, elle est de 86, 84, 84. c'est 84, la donc c'est dernière. les justement. dernières. Parce que normalement, quand tu regardes sur les abacs pour trouver les pièces, c'est jusqu'à 83. Ouais. Donc là, c'est l'année modèle 84, ça c'est en vérité. Enfin, la première mise en service entre les 84. Alors d'origine, moi quand je l'ai récupéré la voiture, elle avait l'attelage déjà, un crochet d'attelage qui est assez marrant parce qu'on peut mettre une remorque du coup. Donc les feux arrière sont d'origine, là j'ai rien changé. Par contre, ceux-ci ont une bordure noire alors que sur la Renault 30, me semble-t-il, il avait une bordure chromée au niveau des feux. Voilà. Après, c'est le couleur vert classique de Renault. Il manquait l'antenne aussi sur le toit, donc du coup, j'étais obligé de la racheter. Voilà.
sur le devant, il manquait aussi un enjoliveur de clignotant et les optiques étaient totalement rouillées, donc on les a changées. Par contre, la Renault 30, elle doit avoir une 44 phares normalement, par rapport à la Renault 20. Les clignotants ne changent pas. Alors pour l'intérieur, il est complètement dans son jus, comme on me l'a livré, elle est. Pardon. Et donc c'est le modèle 84, c'est la dernière génération, avec le tableau de bord qui est le même que celui de la Renault 14. Donc on a des coussins bien enveloppants par contre, c'est assez agréable, elle est très très confortable en conduite. C'est un vrai régal cette voiture. Et je me suis même payé le luxe de trouver un autoradio by Renault à cassette de la même année, enfin, des mêmes années, quoi. Bon, donc là on a donc sur la Renault 20 un moteur 2 litres. Voilà, avec un carburateur Weber double corps, un Weber 32, hein, Dara, le grand classique. Quand on l'a remise en route, donc, on s'est aperçu qu'elle démarrait. Et puis après on est allé manger, puis quand on a voulu la redémarrer après manger, on s'est aperçu qu'elle avait serré. Donc on l'a déculassée complètement. Et on a changé les coussinets de bielle, parce que c'est ce qui avait serré. Et puis après, on a tout remonté et elle a redémarré. Ensuite, on a changé toute la partie allumage, histoire d'avoir de l'allumage neuf. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait encore dessus? Tous les niveaux, hein, forcément. Le vidange, filtre à huile neuf, filtre à essence, que j'ai rajouté. Parce que justement, comme elle n'avait pas roulé d'un petit moment, on avait pas mal de merde dans le réservoir, donc comme on l'a pas nettoyé, on l'a nettoyé via des filtres. Voilà, filtre à air neuf, forcément, batterie neuve. Voilà, tout ce qu'on a fait dessus. Une bonne remise en route. Bon, mon Fred, merci de m'avoir présenté cette De rien, Renault avec 20. grand plaisir. Ça m'a rajeuni de... Ouais, je dirais bien, il y a plus de 27 ans que je suis pas monté. J'espère pouvoir t'en présenter d'autres de voitures à l'occasion. Ben ouais, alors donc toi, du coup, tu possèdes quoi alors? T'en as un paquet? On va pas tout dire à la caméra. Ah, on garde le secret. On regarde le secret. Donc alors quand je remonte en octobre, en novembre, on va le revoir le Fred, je pense. Voilà. Bon, écoute, moi Fred, en tout cas, un grand merci. De rien. Merci un grand de m'accueillir, plaisir. les Ardéchois avec grand ouvert. Donc alors c'est là, comme je dis, c'est les rigolotes. J'aime bien comme en voir des voitures anciennes, les voir neuves, les voir dans des états concours, c'est bien. Mais les voir en sortie de grange comme ça montre vraiment le travail qui peut être fait sur une bagnole de collection et comment elles en sortent. Donc j'espère que tu me la remontreras quand elle sera finie, avec une belle peinture, avec la sellerie. Je te le dirai, oui. Et puis on mettra les lunettes cette fois-ci, le coude à la Et portière. on ira faire les cacous. Et on mettra Je danse Ah. le Mia parce que Ah. ça c'était. Bon allez mon Fred, Allez, moi j'ai pas fini la Ciao, journée. ciao. Là je vais à Ayon. Et puis Ça marche. bon retour à Chauzon dans la belle Ardèche profonde vers Balazuc. ciao, Allez, salut. Ciao Mathieu. Aujourd'hui les amis, un nouveau jour se lève dans le pays ardéchois. On va rencontrer Michel. Michel, c'est un passionné de la voiture ancienne avant-guerre, un passionné de moto, un passionné de miniatures automobiles. Il a un patrimoine automobile qui est extraordinaire. On va en prendre plein la vue et ça sera le programme aujourd'hui dans Passion Autosport du Var dans ce road trip ardéchois. Michel, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir Avec plaisir. dans une belle caverne d'Alibaba. Alors là, pour tous les collectionneurs, pour tous les amoureux de voitures, on peut pas rêver mieux là. Eh ben, ma foi. Alors,
On est donc dans ton garage avec ta belle collection. Comment elle t'est venue cette passion et surtout le temps que ça t'a pris parce que j'imagine que derrière il y a eu de la restauration. Tu es un passionné autant automobile que vieille moto. Alors fais-nous un petit CV de ton parcours automobile. Eh bien bon, comme je viens de l'agriculture, ma passion de la mécanique est venue du matériel agricole déjà. Des tracteurs, j'étais passionné de tracteurs, tout ça. Et puis après, d'une chose à l'autre, je me suis mis avec des collègues qui avaient commencé avant moi et que je voyais promener avec des vieilles voitures, ça m'a donné envie d'y aller. Et oui, ça fait à peu près bien 40 ans au moins que ça dure. Et donc ton premier véhicule Alors, mon premier véhicule a été une traction mal bombée de 54, je crois qu'elle était. Et puis j'ai trouvé cette avant-guerre qui était plus intéressante au niveau collection. Donc j'ai revendu la mal bombée et je suis reparti à restaurer celle-là. Alors ce qu'on va faire, on va faire le tour. Tu vas nous expliquer en quelques mots parce que je pense sinon on va y passer des heures, tellement qu'il y en aura à dire. On va détailler juste 2-3 modèles et puis si tu peux nous dire, à l'heure d'aujourd'hui, c'est lequel que tu affectionnes le plus dans ta collection? Oui, ce que j'aime, celle que je garderai je crois en dernier si je devais en vendre, ça serait la C4 Torpedo, la traction et la 2 chevaux. J'aurais dit la Matron. C'est pas celle qui a le plus de valeur, mais c'est celle que j'ai depuis de plus de temps, que j'ai trouvée ici dans le coin et qui me plaît de plus. Alors pareil, c'est dur à les faire rouler tous les jours ces voitures parce que... Ouais, non, on ne le roule pas tous les jours. Parce que c'est... En plus quand tu veux sortir celle au fond, tu dois toutes les sortir. Quoi. En plus, ouais, alors des fois, j'arrive devant le garage et je dis je vais sortir la dernière. Et puis au final, non. Quand je vois qu'il faut tout sortir, je dis bon c'est bon, je prends un autre jour. Bon, moi si en tout cas, s'il veut Michel, je les sors tous les jours pour lui, je les brique et je les nettoie. Bon, allez, on fait le tour avec la caméra et tu nous détailles vite fait quelques modèles. Voilà 2 chevaux de 58, alors modèle PO pour Outre-mer, qui a une particularité supplémentaire. Par contre, je suis amoureux de cette voiture parce que j'ai eu la même à mes 20 ans, que j'ai détruit bien sûr parce qu'elle s'est rouillée. Et j'ai pu retrouver la même, donc voilà, j'y tiens beaucoup. Voilà, alors traction 7C de 1938, donc oui, que j'ai eu en assez bon état, mais qui a demandé une restauration totale au niveau carrosserie, mais mécanique, j'ai pas trop rien touché. Voilà, alors à Milcar, je l'ai eu. Pour pouvoir me la procurer, j'ai dû récupérer pas mal de voitures dans le coin qui étaient abandonnées et qu'on m'a donné, parce qu'à l'époque, et c'est peut-être le bénéfice ou pas de bénéfice de mon âge, mais à une époque où des gens se débarrassaient des voitures qui traînaient dans leur champ. Et donc il y a eu quelques voitures intéressantes qui m'ont permis de faire un échange, en partie un échange, et qui m'ont permis d'acheter la Milcar, qui me plaisait. Voilà, alors on est devant une Matt Ford cabriolet de 1939 aussi. Matt Ford qui est l'alliance de Matisse et de Ford, le géant américain. Bon, ils se sont plus ou moins mis en procès. Ford avait perdu son procès, je crois, contre Matisse. Mais malgré tout, Matisse n'a pas pu continuer après. Et donc, ce modèle avec un moteur V8, et un cabriolet, c'est assez rare. Ouais. Il y a eu très peu. Voilà, alors là, on est devant une 5 chevaux à place décalée de 1924. Donc apparemment, la place décalée est sortie qu'une année, à 24, donc ça l'a fait un peu plus rare que les autres peut-être. Au début de ma passion, là, j'avais envie d'une trèfle, et puis c'est presque celle que j'ai eue en dernier. Voilà, C4 Torpedo commercial de 1930. Voiture achetée neuve à l'Argentière par le boucher du pays. Et je me rappelle, étant gamin, voilà, avoir vu faire ses tournées dans le village avec. Et donc j'ai pu la racheter lorsqu'il a été décédé à sa veuve, voilà, qui me l'a vendue. Et c'est une voiture qui a une histoire. Et au début où je l'avais, il y a bientôt 40 ans que je l'ai, moi. Quand je promenais dans les villages alentours, les gens me disaient « Oh, on dirait la voiture du boucher ». Alors je m'arrêtais
Et on se mettait à discuter, il dit oui, mais vous avez raison, c'est bien la voiture du boucher. Voilà. Oui, dans ma passion de la mécanique, il y a aussi les motos qui rentrent en ligne de compte. Et j'ai eu l'occasion de récupérer à peu près dans le secteur autour de chez moi, pas loin. Et notamment celle-là, cette Mania de Bon, qui a 350 cm3, modèle à courroie de 1924 aussi, qui est ancienne. Et qui a appartenu à, j'ose pas le dire, mais un des plus grands collectionneurs d'Aubenas. Et qui était bien content de voir que je l'avais quand même, parce que... Voilà. Pour le graissage, c'est un peu compliqué, hein, puisqu'il y a un graissage séparé, un réservoir d'essence et un réservoir d'huile. Et après, c'est la pompe coup de poing qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il faut de temps en temps enfoncer la pompe d'un coup de poing, et pour amener de l'huile dans la seringue qui va graisser le palier du moteur. Et donc quand on est en côte, il faut qu'il y ait un peu plus d'huile, on règle le goutte à goutte plus fort, et quand on est en descente ou en plaine, on en met un peu moins. Bon Michel, merci beaucoup de m'avoir ouvert les portes de ton garage. C'est juste, j'ai les yeux qui pétillent. Alors derrière, on a un monsieur qui s'appelle Bernard. Donc c'est un grand ami de l'Ardèche que je connais maintenant depuis quelques années. Et c'est lui qui m'a fait rencontrer donc Michel. Donc Bernard, merci. Hein. Donc vous ne le voyez pas, il est timide, mais bon. Bon alors, dans la tradition, moi je fais le bisou. Donc alors ici c'est 3. Voilà. Merci pour tout. Et waouh, on va se revoir Michel, je pense. Oui, j'espère bien. J'espère bien. Oh, c'est fatigant l'Ardèche, mon chien. Ah oui, hein, ça gratouille hein, l'Ardèche. Hein. Bon, vous avez vu qu'on voit des super belles choses en Ardèche. Les Ardéchois sont des passionnés de l'automobile. C'est un département, comme je vous disais, que j'adore beaucoup. Et on arrive malheureusement à la fin de ce road trip. Alors pour finir en beauté, rappelez-vous, en début de reportage, on a fait la rencontre de Francis avec une magnifique Renault 15 GTL. Et puis je vous ai énuméré dans cette séquence qu'il possédait un très beau Audi GT Quattro. Et ben, je me suis dit, on va re-rencontrer Francis, on va aller dans un petit village qui s'appelle Ayon, qui est entre l'Argentière et Aubenas dans les hauteurs. Et puis on va finir ce road trip ardéchois avec Francis de nouveau, qui va nous présenter donc cette magnifique Audi Quattro GT dans Passion Autosport du Var. Bon Francis, eh ben, bonjour Mathieu. Mon impatience a eu raison de moi, c'est-à-dire que je vous avais parlé de cette belle Audi GT Quattro. Et ben, au final, j'ai voulu la voir avant l'heure. Et puis donc tu fais encore partie du road trip ardéchois. Alors, parle-nous de ce modèle. Donc Quattro GT Audi. 3 mots qui veulent dire beaucoup. Allez, vas-y, lâche-toi. Donc c'est une Audi GT Quattro effectivement de mars 86. Donc des modèles produits entre 1984 et 1988. Il y a eu grosso modo 6600 exemplaires. Alors c'est très peu, et on parlait tout à l'heure, on ne sait pas combien il en resterait aujourd'hui, mais ça doit se compter... C'est à mon avis, elles sont surtout sur le marché allemand, qui en est très très friand, qui d'ailleurs chasse sur nos terres pour acheter quelques beaux exemplaires. Et on est encore donc des irréductibles gaulois qui sauvegardons ce patrimoine automobile. On va revenir encore à Obélix. Hein. Donc, alors je te laisse continuer sur cette Audi. Donc, c'est une version atmosphérique, contrairement à l'UR Quattro, qui lui avait une version turbo de 200 chevaux. Donc ici, c'est le moteur KV pour les initiés, 2 litres 2, 136 chevaux. Alors on disait tout à l'heure pareil, 136 chevaux, ça paraît pas énorme, mais déjà à l'époque, c'était quand même quelque chose qui... Quand on regarde effectivement, c'était déjà une voiture, une très très belle routière à caractère sportif, on va dire. Cette Audi, depuis combien de temps tu la possèdes? Ça pas tout à fait 12 ans, 11 ans et demi. Alors j'aime bien parce que tous ces véhicules, ils ont encore les anciennes plaques d'immatriculation. Avec là, on voit encore le 07 comme à l'époque, ça c'est extraordinaire. Et comment elle t'est venue cette piqûre de passion pour l'Audi, pour la marque Audi? Et mon père en a une Toujours berline. en rapport avec papa en fait. Hein.
Mais papa était un amateur de belles voitures, enfin est toujours un amateur de belles voitures, donc il s'était fait plaisir. Malheureusement, l'Audi 90 Quattro qu'il avait eu a été volé et retrouvé brûlé. Donc, puis à un moment donné, il a recherché, enfin, il voulait un véhicule pour circuler dans le coin qui ne craigne pas grand-chose. Puis j'avais trouvé une Audi 90 de roues motrices avec le 5 cylindres, Ouais. de voiture que j'ai toujours d'ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que une fois qu'on a été piqué au 5 cylindres, On n'en Voilà. démord plus. Et La puis, piqûre, le bon, venin bah, est dans les veines. Quoi. voilà, et puis comme toujours, on regarde un peu les petites annonces par-ci par-là, et puis je suis tombé sur une voiture qui avait un kilométrage faible, qui était effectivement un peu plus cher que la cote de l'époque, mais qui avait 18 000 km. Et je peux vous garantir qu'elles roulent ces voitures. Tu t'en sers souvent. Elles ont un créneau, un fonctionnement, un roulement où elles sont toujours en train de servir quand c'est pas une, c'est pas l'autre. Et ça, on le redit encore, c'est beau de voir des propriétaires passionnés de vieilles voitures qui en font pas un marché, qui sont là pour se faire plaisir. Et ça, c'est beau. Bon, alors, vous savez que là, on est un peu pressé par le temps dans ce petit road trip par des choix. Alors là, on est dans le petit village d'Aillon. Ça vit, il y a le petit marché ambulant à côté, donc il y a un peu de bruit, mais c'est les vacances. C'est les vacances. On fait vite le tour de cette Audi. Oui. Et après, on va la voir rouler un petit peu cette Audi. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Avec plaisir. Allez. Donc voilà, donc c'est mon Audi GT Quattro. Donc face caractéristique des GT Quattro produites à partir de 1984. Donc avec un pare-choc bien enveloppant, anti-brouillard. Aussi doubles optiques. Seule différence avec les deux roues motrices sur la face avant, c'est la petite plaquette Quattro en bas de la calandre. Donc après, extérieurement, entre une GT et GT Quattro sur le côté, pas de grande différence. Si ce n'est sur la custode arrière, dans le coin, là, il y a le logo Quattro qui apparaît. Donc à l'arrière, comme toutes les GT, produite après 84, donc c'est le bandeau fumé qui est introuvable aujourd'hui, avec sur les Quattro effectivement en différence l'échappement double sortie, alors que c'était une simple sortie sur une deux roues motrices. Alors ici c'est une ligne inox donc, qui chante un peu plus. Donc tableau de bord assez caractéristique des véhicules des années 80. Donc avec effectivement sur la gauche tout ce qui est éclairage, veilleuse, code, des anti-brouillards. Après effectivement on a le tachymètre, le contour, les jauges à essence, température d'huile, une pendule et de l'autre côté les warnings et le dégivrage. Après sur la console centrale on retrouve différents éléments de la ventilation, l'autoradio. Et ce qui fait la spécificité du GT Quattro, c'est effectivement le système de blocage des différentiels. Donc ici, c'est le système Audi, effectivement, après 84. Puisqu'il y a eu deux autres systèmes auparavant. Le premier mécanique à tirette et un autre intermédiaire aussi à dépression. Et donc, Quattro qui est aussi repris sur la planche de bord. Et sur les coupés de roues motrices, c'était marqué coupé GT. Donc la sellerie est similaire à ce qui se faisait sur la gamme GT. Donc ici en couleur grise et noire, anthracite. Seule différence avec les deux roues motrices, c'est le réglage lombaire au niveau du tunnel central qui est surélevé parce que forcément il faut bien faire passer l'arbre de transmission. Et donc il a fallu décaler la molette de réglage pour pouvoir la faire fonctionner. Et sinon le reste effectivement c'est le système classique, enfin l'habillage classique des Audi de cette époque. Donc il s'agit du moteur 2,2 litres KV 5 cylindres atmosphériques avec une injection K-Jetronic. Donc grand classique de la gamme Audi de l'époque. Moteur très agréable parce que très coupleux et très souple. Et qui bien sûr a aussi la particularité d'avoir une sonorité très agréable aux oreilles.
La voiture ici est équipée aussi de l'ABS, qui était une option à l'époque. Bon, Francis, on a commencé ce road trip. Enfin, tu as ouvert le bal et ce monsieur, tu vas fermer la boucle parce que ça y est, mon road trip Ardéchois est fini. Ton Audi était la dernière à passer dans mon pays de cœur parce que j'adore ton département. Je pense que je vais peut-être un jour y vivre et ça s'appellera Passion Autosport Ardèche. Donc je sais pas ce que tu en penses. En tout cas, merci encore d'être déplacé, avoir répondu à mon invitation pour nous présenter l'Audi. Je voulais la faire à l'automne quand je serais remonté pour les champignons, mais ça on ne le dit pas. Mais au final, tu vois, mon impatience m'a laissé faire le contraire et puis ça me fait plaisir de te voir 2 fois apparaître. Et vraiment, voilà, ce monsieur a des autos qui roulent, ce monsieur a des autos dans leur jus, elles sont nickel et t'es un grand passionné. Alors je vais lui refaire le bisou et ici c'est 3 en Ardèche. Hein. Merci encore Francis, c'était vraiment bonheur. Avec plaisir. Et alors à l'automne on se revoit ou on se revoit pas? Bah écoute, pas de problème. Parce que qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ce monsieur? Il en a encore beaucoup. On fera peut-être la 17 si je remonte. Pourquoi pas. Donc on verra. Bon en tout cas voilà, c'était la dernière auto à passer donc, dans ce road trip Ardéchois. Merci d'avoir suivi ce reportage, j'espère qu'il vous a plu. Et puis moi je remonterai à l'automne et puis j'essaierai de recontacter un peu nos amis du coin pour refaire d'autres voitures parce qu'il y en a beaucoup. C'est des fous furieux les Ardéchois de la bagnole, faut voir. Hein. Allez, merci d'avoir suivi ce reportage et à bientôt.